Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau 45 minutes de décryptage. Ici, on faisait un tour sur le guide EasyRex. C'est la deuxième partie d'un premier événement qui avait eu lieu en début d'année sur deux autres étapes importantes de ce guide EasyRex. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce 45 minutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de agir et partager. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 17h45. Je suis accompagnée d'Émilie Doranlo, chargée de mission à l'IGS, et donc moi-même Véronique Pouzet, et nous sommes ravis d'animer ensemble cet atelier auprès de vous. Donc, au programme, nous avons de quoi parlons-nous? Comment on va remobiliser les fondamentaux de notre guide IDIREX avec les étapes agir et partager. Et nous prendrons un petit temps de questions-réponses en fin de séance. Le guide IDIREX, je suppose que pour vous, il vous parle. C'est un guide qui a été créé il y a quelques années par Calirel Santé, qui est là pour vous aider à vous structurer, pour animer votre démarche de retour d'expérience. Il fait référence également au guide HAS FORAP qui avait été créé sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site de Calirel Santé. Vous avez l'adresse pour les retrouver sur notre diaporama. On voulait en préambule vous rappeler que nous avions déjà proposé plusieurs présentations du guide IDIREX. La première le 24 février 2022 où on vous présentait l'outil dans sa globalité. Puis on a zoomé sur plusieurs fiches. La première fiche, la fiche 3bis, c'est une fiche qu'on a créée dans le cadre d'une causerie pour le challenge FORAP sur les événements indésirables associés aux soins, qui s'appelle Quelle analyse et quelle méthode pour quel événement. Et puis, un deuxième zoom avait été réalisé le 12 septembre sur une fiche qui reprend les éléments concernant l'élaboration d'un plan d'action d'amélioration sécurisé. Et le dernier événement, c'était ce fameux 45 minutes qu'avaient animé Lucille Trutt et Hélène Abbé sur les étapes connaître et comprendre. Alors, l'objectif de ce 45 minutes, comme on vous le disait, c'est de vous donner des clés et de savoir comment utiliser au mieux l'outil que l'on vous propose aujourd'hui et vous concentrer sur les étapes qui sont importantes pour vous et de maîtriser votre temps. Pour cela, petit rappel, le guide EasyRex se compose avec deux parties, une partie de contexte, une partie avec les points clés sur des fondamentaux, sur les EIAS, sur les méthodes, l'analyse et les retours d'expérience, avec pour chaque étape clé, connaître, comprendre, agir et partager, des fiches repères qui vous aident et qui vous accompagnent dans la mise en œuvre. Les fondamentaux de cette démarche se retrouvent, donc, comme on vous le disait, sur des étapes différentes. Le premier replay parle des premières, connaître et comprendre. Connaître les événements indésirables associés aux soins par un système d'analyse des événements indésirables et de déclaration, par exemple, l'annonce du dommage lié aux soins ou encore le soutien des professionnels pour la partie connaître. Pour la partie comprendre, c'était sur comment on décortique un EIAS, comment on en tire des enseignements et quelles méthodes on utilise. On ne reviendra pas sur ces deux éléments aujourd'hui avec Émilie, puisque vous avez un replay de 45 minutes proposé pour vous sur le site de Calirel. Nous allons parler de agir et partager. Donc, un premier zoom sur l'étape 3, l'étape agir. Donc, la première étape consiste en effet à planifier, organiser et mettre en œuvre un plan d'action qu'il conviendra de suivre par la suite. Donc, vous avez pour ce faire deux fiches dans le guide EasyRex qu'a évoqué Véronique. La première fiche, si vous avez le guide en version papier, vous allez la retrouver aussi bien dans le guide en version papier qu'en version informatique dans le cadre du site Internet. Et en revanche, la fiche 13 bis, qui est une fiche qui a été associée ultérieurement au guide, et on y reviendra en détail par la suite, n'est à disposition qu'en version informatique sur le site de Calirel. Ne la cherchez pas dans la version papier du guide.
Donc, l'objectif de cette étape sur laquelle on va zoomer et pour lequel on va revoir différentes clés de réussite, c'est bien d'améliorer la qualité des soins et surtout de garantir la sécurité du patient afin d'éviter que l'événement ne se reproduise. Et donc, on va aller jusqu'à la traçabilité, le suivi et l'évaluation des actes. Donc, comment on travaille sur la définition d'un plan d'action? L'objectif, donc, comme on le disait, c'est d'éviter que se reproduise l'événement qui a été en cause, ou alors, si ce n'est pas possible, de au moins limiter les conséquences une fois ultérieures si cela se reproduit. Donc, on va pour ceci couvrir l'ensemble des causes profondes, des facteurs contributifs qui ont été analysés dans l'étape précédente, l'étape 2 d'analyse, ainsi que les barrières de sécurité qui ont été défaillantes ou manquantes. Donc, l'idée, c'est bien quelque chose qui va être intégré en réunion d'analyse, puisqu'on va associer les professionnels à l'identification des actions. C'est quelque chose qui doit émerger collectivement et on ira bien jusqu'à la hiérarchisation et à la validation des actions pour pouvoir prioriser, parce que quand on travaille collectivement, il peut y avoir un florilège d'actions qui sont identifiées, et donc il est important de prioriser. On va vous présenter des outils pour ce faire. Et donc, il faut bien penser, et Véronique y reviendra en détail, à associer différents types d'actions et de barrières sur des notions de prévention, atténuation et récupération. Mais on y revient juste après sur à quoi cela correspond. Donc, une étape, on l'a dit, qui est primordiale et ça va permettre, entre autres, d'impliquer et de maintenir la motivation des équipes, puisque voilà, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes préalables auxquelles ils sont associés, mais si on ne va pas jusqu'à la mise en œuvre du plan d'action et ses réévaluations, les professionnels ne se sentent pas impliqués et c'est un vrai facteur motivationnel des équipes. C'est vraiment ce qui va faire vivre la dynamique gestion des risques de votre établissement. Donc, comment on agit efficacement dans le cadre de la gestion des événements indésirables? Deux pistes. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que les actions et le plan d'action soient pertinents. Donc, on l'a dit, il faut qu'ils couvrent l'ensemble des facteurs contributifs des causes profondes qui ont été identifiés, qu'il associe les différents types de barrières et qu'il soit priorisé en termes de rapport impact effort. Et puis qu'ils soient concrets, que ce soit des choses qui soient réalisables. On verra, il faut que les objectifs soient smart, on va revenir en détail dessus. Bien sûr qu'un pilote soit identifié, donc que vous ayez un responsable en charge du suivi de l'action, et c'est pas forcément l'animateur ou le responsable qualité. Voilà, il faut pouvoir partager, d'où l'intérêt d'identifier les actions collectivement. Qu'il soit échéancé, c'est-à-dire que vous fixiez au minimum une date à laquelle vous revoyez ces actions, et puis qu'il soit associé des indicateurs qui permettront d'évaluer l'efficacité des actions et la pertinence des actions qui sont identifiées. Donc, on vous le disait, dans le cadre des actions qui sont identifiées, il faut que les objectifs soient SMART. C'est une démarche globale de gestion de projet en termes d'identification d'objectifs. Il faut bien que les actions soient spécifiques, donc précises. Voilà, puisque vous pouvez les identifier à un temps T, il faut que vous puissiez y revenir et que vous soyez au clair sur quels étaient les attendus au moment où vous les avez identifiés. Qu'ils soient mesurables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'assurer et évaluer que l'atteinte des objectifs est réalisée. Donc ça, c'est au travers notamment des indicateurs. Qu'ils soient acceptables, donc ça rejoint la notion d'acceptabilité, d'atteignabilité. Donc voilà, il faut que ce soit des objectifs, ça va rejoindre l'action d'après réaliste, en fait, et qui soient motivants pour les équipes, parce que si vous avez des objectifs inatteignables, encore une fois, les équipes ne resteront pas motivées pour vous déclarer des événements. Et puis qu'il soit temporellement défini, ça rejoint la notion que l'on évoquait tout à l'heure d'échéance, puisqu'on le pousse, ça évite la dérive du suivi des plans d'action. Donc voilà, au moins se fixer une date de révision de ces actions. Alors, on fait un petit zoom du coup sur la matrice impact effort en termes de priorisation, donc que vous connaissez peut-être. L'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir mener des actions qui ont un impact important et qui demandent plus ou moins d'efforts. Donc, les actions que vous allez identifier qui vont avoir un impact fort et qui demandent peu d'efforts, c'est vraiment celles sur lesquelles vous allez capitaliser, que vous allez privilégier parce qu'elle vous demande peu d'efforts pour quelque chose qui sera vite visible et motivant pour les équipes. Donc, c'est celles qui sont identifiées tout en haut, juste en haut voilà. Donc, celles-ci, vraiment, elles sont à mettre en œuvre en priorité. À l'inverse, celles que vous allez abandonner assez rapidement, c'est celles qui vont vous demander beaucoup d'efforts pour très peu d'impact. Là, on voit bien,
voilà, peu d'impact et beaucoup d'efforts. Celles-ci, on va éviter de les mettre en œuvre. Et puis après, il va falloir prioriser au regard des actions qui vont vous demander soit qui auront qui demanderont peu d'efforts et qui auront un faible impact, mais elles sont rapidement mises en œuvre. Donc, ça aura quand même un intérêt pour montrer que la démarche avance rapidement. Et puis, à l'inverse, vous aurez des actions qui demanderont beaucoup d'efforts, mais qui auront aussi un impact important. Et là, ils sont aussi importants à évaluer parce que quelquefois, c'est des projets qui sont à plus long terme, mais qui permettent d'avoir des changements importants. Ça va être du renouvellement matériel. Voilà, donc c'est des choses qui sont à suivre et sur lesquelles vous pouvez également capitaliser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en œuvre cette démarche. Pour ceci, Kelly Santé propose dans le cadre de la page du guide Isirex un fichier qui vous permet de suivre et de prioriser en fait vos actions. Elles vont venir s'incrémenter quand vous allez les saisir automatiquement en termes de priorisation dans ce fichier Excel. Merci, Émilie. On vous parlait tout à l'heure de la fiche 3 bis qui est en complément de tous les éléments que vous a proposé Émilie à l'instant. Ce guide, il a été élaboré pour vous aider à sécuriser vos plans d'action. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser ces plans d'action? C'est vous aider à avoir des actions qui peuvent réduire la probabilité de la survenue de l'événement et puis surtout en limiter les conséquences pour vos patients. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on va consacrer à notre plan d'action. Et ce guide, il est là pour vraiment vous accompagner à choisir vraiment les bonnes actions. Pour cela, on va parler des barrières de sécurité. Il en existe 3 types que vous connaissez certainement déjà. Les barrières de prévention, qui vont être là pour éviter la survenue de l'écart de soins ou de l'erreur. Hein. Souvent, c'est des rappels de bonnes pratiques, des formations, des sensibilisations. Les barrières de récupération, qui sont là pour rattraper l'écart de soins pour qu'il n'atteigne pas votre patient. C'est le cas de la checklist, par exemple pour le bloc opératoire, ou encore un double contrôle avant administration d'un médicament. Et puis également les barrières d'atténuation, qui, elles, arrivent après l'événement et qui sont là pour limiter la gravité des conséquences pour le patient. Ça peut être une administration d'antidote lorsqu'il y a eu une erreur d'administration de médicaments. Il existe également 2 autres types de barrières qu'on appelle les barrières immatérielles, qui sont là pour aider à la mesure des organisations humaines, qui sont là pour apporter des bonnes pratiques ou des procédures au protocole. Et puis, les barrières matérielles, elles sont là plus au niveau technique. Elles sont là, par exemple, pour apporter un accompagnement comme une prescription médicamenteuse informatisée, par exemple, ou une alarme. Alors, dans la gestion des risques, on veut sécuriser les pratiques et on sait que aucune barrière seule n'est capable de contenir le risque. Donc, il faut tenter de chercher des actions pour associer plusieurs barrières. Des barrières de prévention, de récupération et d'atténuation quand on le peut. C'est en combinant ces 3 types d'actions qu'on a plus la possibilité de sécuriser le fait que l'événement ne se reproduira plus. Et souvent, dans les plans d'action, nous remarquons que nous avons plus facilement, on trouve plus facilement des actions, ce sont des barrières de prévention, c'est-à-dire qu'on va faire des rappels de bonnes pratiques, on va reprendre nos procédures et nos protocoles, et que on oublie souvent qu'on peut mettre en place des barrières de récupération et d'atténuation qui vont être là pour aider à revoir les organisations ou parfois trouver des solutions pour atténuer les effets des événements indésirables. D'où l'importance de bien réfléchir à son plan d'action pour voir si dans nos actions, on a pu retrouver lors de notre analyse, on peut aller sur ces types de barrières. Pour cela, nous avons créé un outil que vous retrouverez dans la fiche 3 bis, qui est présenté avec des exemples. C'est un outil Excel aussi qui vous permet de retravailler vos actions, de savoir dans quel type de barrière elles se situent et si elles ont un impact important ou pas. Pourquoi? Parce qu'il est important de structurer et d'organiser sa réflexion lorsqu'on travaille sur un plan d'action sécurisé. Il nous faut un temps de recul et celui-ci est très utile parce qu'on a besoin de s'autoriser à prendre un temps de synthèse sur la réflexion du plan d'action au regard de ce qu'on a pu analyser et puis aussi avec les parties prenantes concernées. Il est intéressant de se questionner pour savoir que sur chaque cause profonde ou facteur contributif, est-ce qu'on a réussi
à trouver la barrière ou l'action qui va permettre de retrouver un niveau d'efficacité réel. Et puis, la réflexion de la combinaison de ces différents types d'actions, elle peut se faire avec la matrice, comme on vient de le dire, ou avec l'outil Excel qu'on vous propose également. Et elle a pour but vraiment de sécuriser et de s'assurer qu'on est bien dans une sécurité de la non-reproductivité de l'événement. Ensuite, on a vu qu'il était très important d'impliquer les professionnels dans la mise en œuvre de nos actions d'amélioration. Donc, bien sûr, on invite l'équipe pluridisciplinaire à venir accompagner l'analyse d'un événement indésirable associé aux soins, ou un événement indésirable grave associé aux soins d'ailleurs, mais aussi avoir une réflexion sur le plan d'action, sur la sélection peut-être des actions à mener, et puis pourquoi pas sur le pilotage ou le copilotage de certaines de ces actions. Il y a également un temps important à ne pas sous-estimer, c'est le suivi de ce plan d'action par les professionnels qui sont identifiés comme pilotes, mais aussi avec les équipes qui font les analyses. Et pour cela, si vous avez l'habitude d'animer ou de participer à des CREX ou à des RMM, vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque l'on organise ce type de réunion, on commence toujours notre réunion par faire un petit partage sur les plans d'action en cours, là où on en est, pour voir si nos actions sont encore à réaliser, si elles peuvent progresser ou encore qu'il faut les adapter si besoin. Donc ça, c'est très important et ça peut être l'occasion lors de ces réunions de pouvoir reprendre ces éléments qui sont en lien avec vos analyses et vos événements en cours d'amélioration. La mise en œuvre du suivi d'un plan d'action, elle est aussi très, très importante. Pourquoi? Parce que c'est par la mise en œuvre qu'on va motiver les acteurs de terrain, en fait. On leur demande de déclarer leurs événements, mais il faut aussi montrer que derrière, eh bien, on a des actions. Et pour ça, il faut les mettre en œuvre. Et puis aussi, il faut les évaluer et en parler. Et tout à l'heure, Émilie vous en touchera deux mots. Le suivi est également très important pour démontrer l'efficacité de la prévention et pour améliorer la sécurité dans les pratiques. Alors, on va passer à l'étape 4, la dernière étape, mais pas la moindre, on pourrait le dire. Et vous voyez qu'on a déjà, en général, dépensé beaucoup d'énergie dans les étapes précédentes, mais il est important, quand on planifie, quand on travaille sur la démarche, de bien garder du temps et de ne pas négliger cette dernière étape de partage et de communication. Donc, auprès de qui on communique? Alors, en priorité, je vais commencer par la dernière ligne du tableau. On l'a dit, on implique et on communique auprès des professionnels qui sont impliqués et notamment, encore une fois, dans le cadre de la motivation et puis du suivi, on va informer sur les suites qui ont été données suite à la déclaration que les professionnels ont pu réaliser et puis on va tracer les échanges. Donc, ça va être par la diffusion de compte rendu de réunion et puis les débriefings en équipe. Donc là, c'est auprès des professionnels qui ont été impliqués, mais plus globalement, on communique auprès de l'ensemble des professionnels de l'établissement dans le cadre du partage de la culture J. Donc, ça permet de sensibiliser, d'informer, voilà, parce que ce qui s'est passé dans un service peut avoir lieu dans un autre. Et donc, voilà, ça va permettre de capitaliser sur cette analyse, donc au travers de fiches de retour d'expérience, d'analyse de scénarios, éventuellement de temps de synthèse, de réunions de staff. On le verra, on multiplie en général les vecteurs de communication, ou bien au sein d'un journal si vous en avez. Enfin voilà, l'idée c'est de capitaliser encore une fois sur les documents et les formats que vous pouvez avoir en interne. On valorise également toutes ces démarches auprès des instances de l'établissement, alors en fonction des instances que vous avez au sein de votre établissement, que ce soit la CME, la CDU, vos différents COPIL. Ça va vraiment pouvoir les informer sur la typologie, la caractéristique des événements indésirables qui peuvent être identifiés au sein de votre établissement. Et puis, entre autres, ça va permettre de les associer à la mise en œuvre du plan d'action, parce qu'il y a des choses qui vont relever de leurs compétences. Donc voilà, bien les suivre. Donc ça peut être soit au travers de bilans annuels, soit au travers de différents supports de présentation. Et encore une fois, capitaliser sur les fiches de retour d'expérience qui sont un outil utile. On y reviendra juste après.
Et puis, on vous invite aussi au niveau régional à capitaliser sur les événements indésirables. Alors, on le fait déjà dans le cadre du challenge, on vous y incite dans le cadre de vos déclarations d'événements indésirables graves, mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez nous partager au travers du site de Calgary, nous soumettre des fiches de retour d'expérience si vous souhaitez qu'elles soient partagées au sein de la région, parce que ce qui survient dans un établissement peut l'être également dans un autre. Donc, c'est intéressant de capitaliser sur vos événements indésirables. Donc, on le dit, c'est un vrai levier pour les professionnels et on va le voir, l'idée, c'est de multiplier les vecteurs de communication. Donc, comment on communique? On a dit que c'est vraiment indispensable pour tout ce qui est prise de conscience, culture juste, en termes de pédagogie pour les professionnels, se dire, bah voilà, qu'est-ce que mes collègues ont déclaré, qu'est-ce que je peux déclarer, qu'est-ce qu'un événement indésirable. On en profite pour vous remettre le replay d'un webinaire qui a eu lieu en juin dernier sur la culture juste, voilà, avec vraiment sur les enjeux de la culture partagée au travers de la déclaration et de la gestion des événements indésirables. Voilà, donc c'est vraiment un des intérêts primordiaux. Donc l'idée, c'est de communiquer, on a dit, sur les événements indésirables, sur les modalités de l'analyse et puis surtout d'aller jusqu'aux décisions qui sont prises pour, encore une fois, démontrer l'intérêt de la démarche. Donc, on communique auprès de l'ensemble des professionnels qui sont concernés et on vous le redit, à vous de trouver les supports et les canaux de communication qui sont les plus adaptés en sachant que voilà, vous avez des équipes de jour, des équipes de nuit, des professionnels différents. Donc, n'hésitez pas à les multiplier. Et puis, voilà, bien, soit au niveau administratif, médical, paramédical, enfin, essayer de viser l'ensemble des cibles des personnes qui sont concernées. Donc, on l'a dit, c'est indispensable. On présente la démarche, l'analyse, alors de façon synthétique. Hein, l'idée, c'est pas de reprendre tout de façon détaillée, mais c'est que se dire que les professionnels n'ont pas participé à l'analyse et qu'il faut qu'ils puissent comprendre, en fait, quel est le contexte de survenue de l'événement indésirable, quelles sont les modalités d'analyse et surtout quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre. Encore une fois, sur des actions qui sont réalisables et avec un suivi de plan d'action. Une étape, enfin, un critère important, c'est de communiquer de manière anonyme. Alors que ce soit, on pense souvent à l'anonymat usager, ça dans les pratiques, dans nos établissements, on a souvent le réflexe, mais c'est aussi bien au niveau professionnel. On est encore une fois sur des faits, voilà, et sur une analyse collective. L'objectif n'est pas de pouvoir identifier les professionnels, donc pas de service, pas de professionnels, voilà, vraiment quelque chose d'anonyme parce que ça peut être transposable sur l'ensemble des services. Donc, c'est se dire que comme ça, on peut viser l'ensemble des professionnels et pas seulement les professionnels qui sont concernés. Donc, voilà, quel que soit le support. Et c'est vraiment, on le voit bien hein, dans le retour des professionnels qu'on peut avoir. Les gens me disent, bah oui, je déclare, je sais qu'il y a une analyse, mais j'ai pas toujours le retour de ce qui s'est passé. Donc, c'est important en termes de motivation. Si vous voulez conserver une dynamique de déclaration et un intérêt pour la démarche des professionnels, il est important que vous puissiez aller jusqu'à cette ultime étape. Voilà, on voulait faire le parallèle avec le PDCA, qui est un outil dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité. Ben voilà, la démarche d'analyse et de communication, c'est quelque chose qui doit être pareil, continu, en fait, à l'ensemble des étapes. Vous devez pouvoir informer vos professionnels de ce qui se passe en termes de démarche d'amélioration. Voilà, donc si on fait un petit peu la synthèse des différentes étapes dans le cadre d'une analyse d'un événement indésirable, donc on voit qu'on a eu dans les précédentes étapes qui vous avaient été présentées par Hélène et Lucille, la chronologie des faits, la recherche des causes immédiates et l'analyse des causes profondes, la définition, donc on l'a vu aujourd'hui, du plan d'action d'amélioration, et donc les deux étapes là sur lesquelles on se met, c'est bien sûr la communication et la mise en œuvre et le suivi du plan d'action. Voilà, l'idée étant de boucler et d'aller jusqu'au bout de ces différentes étapes. Donc, ne pas sous-estimer, comme on le disait au préalable de cette étape, l'importance de ce retour d'expérience. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser parce que ça va aussi permettre de limiter la survenue des événements indésirables et garantir la sécurité de vos patients. Donc, l'objectif, c'est bien de faire comprendre et connaître, parce que vous pouvez avoir des professionnels qui ne connaissent pas les démarches d'amélioration, de valoriser aussi ce qui se passe dans certains services et quel est l'intérêt de déclarer, de motiver les professionnels parce que voilà, ils vont se dire bah, ça a un intérêt de déclarer donc je vais pouvoir m'associer aux actions et je vais continuer à déclarer, de diffuser des nouvelles pratiques et des bonnes idées qui peuvent être identifiées dans certains services. Et puis encore une fois, on capitalise sur cette notion de culture juste et de culture sécurité partagée.
Alors, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Émilie, vous avez la possibilité de retrouver les fiches REX sur le site de Calirel Santé. Donc, soit vous pouvez demander vous-même à ce qu'une fiche REX soit réalisée pour vous en interne pour présenter un événement et pouvoir vous en servir d'outil de communication auprès de vos équipes ou dans les autres services. Soit vous souhaitez valoriser un retour d'expérience au niveau régional et vous nous autorisez à le rajouter dans notre bibliothèque de fiches REX que nous avons déjà. Donc, n'hésitez pas en tous les cas, quand vous avez une analyse à faire, à aller regarder ces fiches REX. Il y a peut-être des analyses qui ont déjà été réalisées sur des thèmes ou des sujets que vous avez, vous, à analyser. Et c'est toujours très riche d'aller regarder ces fiches. Il y en aura bientôt d'ailleurs beaucoup plus avec le nouveau challenge qui se termine. Le challenge fera ensemble, agissons pour la sécurité des patients pour cette année, troisième année consécutive, une très belle dynamique pour notre région. Alors, qu'est-ce que c'est que ce challenge? Eh bien, c'est un challenge qui est proposé au niveau national, pour lequel Calirel Santé s'engage tous les ans avec les équipes qui souhaitent s'inscrire pour relancer une belle dynamique d'analyse, mais surtout de déclaration dans un premier temps de IAS, de choisir un événement à analyser, d'en réaliser une fiche de retour d'expérience et d'être accompagné par sa structure régionale d'appui, donc par Calirel Santé et la mission IGS, pour apporter une analyse adaptée et comprendre tous les rouages d'une analyse. Et c'est l'occasion toujours à la fin de chaque challenge de se retrouver autour d'un forum qui est toujours un moment fort important où on peut avoir des échanges sur cette thématique et puis aussi revenir par des petits ateliers thématiques sur les étapes clés et les moments importants pour vous accompagner à toujours mieux analyser vos événements indésirables associés aux soins. Alors, pour conclure ces deux 45 minutes, une petite synthèse des leviers et des clés de réussite dans le cadre de cette démarche d'analyse. Donc, l'objectif, c'est que ça soit une démarche qui soit coordonnée par un professionnel qui est formé à l'analyse. Calirel propose des ateliers sur cette méthode, mais voilà, c'est important pour le bon déroulement. On voit que c'est quelque chose qui est assez rythmé et donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit quelqu'un qui est formés et qui connaissent les principes pour pouvoir animer la réunion. Il est important aussi d'avoir identifié en amont et on recommande d'animer en binôme souvent parce qu'on voit que c'est quand même des réunions qui sont denses et donc de cette répartir les tâches en amont en se disant qui est-ce qui va plutôt animer, être responsable, qui est-ce qui va pouvoir être le secrétaire de séance parce qu'il est important de prendre les notes au maximum. Donc voilà, anticiper la préparation, c'est à ne pas négliger en termes de préparation également. Et ça permet d'informer et d'impliquer l'encadrement. On l'a évoqué, en effet, ça s'inscrit dans le cadre des principes de culture juste partagés au sein de votre établissement. L'idée, c'est bien sûr quand on recueille les données de multiplier les sources, donc que ce soit les récits des professionnels, des patients, puisqu'on vous encourage de plus en plus à associer les usagers. Le dossier du patient est bien sûr une source, mais ça ne doit pas être la seule. Et puis également de faire référence aux recommandations de bonnes pratiques, voire éventuellement de se référer aux fiches REX comme on l'évoquait. Donc c'est bien un recueil des faits, une chronologie qui est faite à chaud. Alors en effet, plus c'est proche de l'événement, plus il est facile d'avoir les éléments. Et en revanche, une analyse qui est réalisée plus à distance pour qu'il y ait une prise de recul des professionnels. Ça permet d'être dans un climat d'apprentissage avec des objectifs qui sont clairs et puis de mettre en avant et de valoriser, parce que les événements désirables, au final, c'est aussi une valorisation de ce qui se passe bien au sein des services et des actions de prévention et de récupération. Véronique l'indiquait, il est important de multiplier le type d'action pour qu'elle soit, on ait le plan d'action le plus sécurisé possible. Et en revanche, alors quelles sont les situations pièges dans lesquelles on pourrait tomber dans le cadre de cette démarche? C'est de se retrouver seul. Alors, des fois, on n'a pas le choix, hein, on sait bien qu'il y a des contraintes, mais c'est vrai que c'est plus facile, comme on le disait, d'être en binôme, de se dire, bah voilà, je vais analyser, j'ai l'ensemble de mes événements indésirables. Alors, encore une fois, dans le cadre du guide EasyRex, on vous propose d'avoir les méthodes qui sont adaptées au regard des événements indésirables. Ne transposez pas toujours la méthode alarme, entre autres, sur l'ensemble de vos événements indésirables.
L'objectif, pour pouvoir aller au bout de la démarche, comme on disait, c'est peut-être de faire moins mais mieux et de faire bien l'ensemble des étapes qu'on a évoquées au cours de ces 45 minutes. C'est que tant que le plan d'action n'est pas mis en œuvre, même si vous avez un nouvel événement, le même qu'un autre, ne le réanalysez pas. Mettez en œuvre plus rapidement votre plan d'action. C'est un conseil qu'on peut Oui, vous voilà, c'est soumettre. vrai que parce que c'est du temps l'analyse et c'est de l'énergie et quelquefois le temps qu'on passe à l'analyse, bah, c'est pas du temps qu'on passe à la mise en œuvre des actions et donc sans mise en œuvre des actions, bah, on aura une reproductibilité des événements. Une ambiance conflictuelle et puis alors j'allais dire que ça soit en interne entre professionnels ou bien aussi avec les proches quand on est plutôt dans un contexte contentieux. Voilà, là la prise de recul est nécessaire parce que vous n'allez pas avoir un climat qui est favorable à l'analyse. Analyser les événements si les professionnels concernés ne sont pas là, bah, ça va être compliqué puisque vous allez être seulement sur des présupposés et vous n'aurez pas des choses qui vont pas être forcément tracées. Voilà, le récit des acteurs, c'est quand même moins facile. Et puis, ne pas prendre de recul. En revanche, c'est ce qu'on disait éventuellement en termes de contexte. C'est important de pouvoir prendre un petit peu de recul pour avoir une analyse qui est la plus posée possible. Et puis, bah, Véronique le disait, pas de plan d'action suite analyse. C'est comme ça que vous allez démotiver vos professionnels et que vous n'aurez plus de déclaration. Donc, c'est important d'aller aux étapes de plan d'action et de communication. Alors, nous avons présenté l'ensemble des étapes de ce guide EasyRex en 2 sessions de 45 minutes. Cela dit, si vous souhaitez aller un peu plus loin, il existe des ateliers. Le premier, c'est l'atelier comprendre et mettre en œuvre l'analyse approfondie des causes d'un EIAS, où là, on vous apprend la méthode et on vous propose de la mettre en œuvre et de tenter ensemble avec les participants de vous l'approprier. La prochaine rencontre, le prochain atelier sera le 26 novembre 2024. Et puis, cette année, nous avons eu un nouvel atelier, management et encadrement, sur l'analyse des pratiques et des organisations, sur la culture de sécurité et les événements indésirables, qui se passe en binôme, pour que vous ayez une bonne dynamique pour lancer toutes ces étapes de pratique de la culture de sécurité sur le terrain. Donc, pour 2024, il n'y aura pas d'autre atelier, mais nous pensons reconduire cet atelier en 2025 et on sera ravis de vous y accueillir. Petit résumé des ressources de Calirel Santé. Comme je vous disais en début de 45 minutes, vous avez le guide HAS FORAP sur analyse d'un EIAS. Nous avons parlé des fiches REX FORAP, mais aussi des fiches REX Calirel Santé que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur le site de la FORAP. Vous pouvez également rejoindre l'année prochaine maintenant euh, le challenge s'il est reconduit pour pouvoir retravailler votre dynamique sur l'analyse des événements indésirables et puis être accompagné par la mission IGS sur votre retour d'expérience et l'analyse. La mission IGS de Calirel Santé est toujours là pour accompagner les établissements qui en feraient la demande pour une étape lors de la déclaration en volet 1 ou en volet 2 d'un événement indésirable grave associé aux soins, ou être accompagné pour l'analyse ou la relecture de votre analyse si besoin. Donc, on s'adapte aux besoins de chacun. Vous pouvez nous retrouver grâce à l'adresse mail appuigs@calirelsanté.com. Voilà pour tous les outils qui sont à votre disposition et que vous retrouvez sur le site de Calirel dans l'onglet Mission IGS ou Guide EasyRex, puisque c'est le thème du moment. Juste un petit ajout pour dire que si certains sont en démarche de certification HAS, Oui. n'hésitez pas à capitaliser et valoriser tout ce que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de l'accompagnement de Calirel. Voilà, c'est vraiment des choses que vous pouvez valoriser auprès des experts visiteurs et de vos professionnels. Et l'accompagnement de la mission IGS est un accompagnement bienveillant. Nous sommes très indépendants et neutres. Nous sommes là pour être facilitateurs, pour vous accompagner dans ces démarches d'analyse de vos événements indésirables associés aux soins. Donc, vous avez l'équipe en son grand complet et nous sommes ravis de vous accompagner si vous en avez trouvé le besoin. Alors, nous sommes maintenant à la partie questions-réponses. Peut-être qu'Émilie, tu as déjà repéré des questions? Oui. Alors, nous avons Marie Potentiel qui pose la question. La structuration du plan d'action se fait donc a posteriori de la réunion d'analyse collégiale.
Alors, j'imagine que c'est peut-être sur la notion de priorisation, Marie, que... Alors, Vous pouvez peut-être voilà, je vais dire, parler, nous les rejoindre. micros étaient coupés jusqu'à l'heure, mais là, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rallumer vos caméras et vos micros pour ce dernier temps d'échange et de questions. Alors, Marie, je sais pas. Marie. Alors, Marie, hop, je ne peux rallumer le micro. Alors, on l'a dit, l'identification des actions, l'objectif, c'est vraiment qu'elles soient Mm, réalisées en réunion et de façon collective. oui, En effet, la structuration et la priorisation, quelquefois, ça nécessite. Alors, on voit que c'est quand même très dense ce type de réunion mm, et qu'on n'a pas toujours le temps d'aller quelquefois jusqu'à la priorisation. Donc, en effet, ça peut être fait dans un second temps où on va reprendre les actions qui ont été identifiées et de se poser la question de la tout à priorisation. fait. Ça peut être en groupe qualité-gestion des risques, ça peut être aussi en début de réunion de CREX ou de RMM, ou encore, parfois, il y a des plans d'action qui ont besoin d'être rediscutés en CME, et dans ces cas-là, ensuite, on décide des actions qu'on priorise, hein. Mais on a toujours envie de finir une réunion et d'avoir tout bouclé, mais on se rend compte que parfois, il faut savoir se poser pour s'assurer que le plan d'action n'est pas une liste à l'après-vert d'actions qu'on n'aura pas la possibilité de mettre en œuvre et qu'il faut peut-être parfois se poser et réfléchir à ce qui est vraiment prioritaire et important. Alors, Marie rebondir en disant c'est difficile de réunir à nouveau les professionnels concernés. L'objectif, c'est pas de les Non, réunir à nouveau. non, non. Après, ça se passera au niveau de la communication quand vous communiquerez auprès des professionnels impliqués, que vous irez jusqu'à la Oui, communication du plan d'action. Mais en général, vous aurez priorisé au regard des actions qui auront voilà. été identifiées en Peut-être, séance. Donc, peut-être qu'à la fin de la séance, il faut se dire que voilà, on va faire, je vais vous énoncer à nouveau les actions que on a identifiées aujourd'hui, tout en sachant que nous allons essayer de les hiérarchiser et de s'assurer qu'elles correspondent bien et qu'elles sont en adéquation avec le plan d'action général du service ou même de l'établissement, parce que peut-être qu'il y a déjà des actions engagées et qui sont proches et qui peuvent faire un doublon d'action ou qui peuvent voilà, venir enrichir une action déjà existante. Donc ça, c'est important également d'y être attentif. on espère, Marie, que ça Avez-vous a répondu à votre... avez-vous d'autres questions? D'autres personnes veulent pas prendre la parole en ouvrant le micro, soit éventuellement compléter ou à vous faire des retours Faire des retours, oui, sur d'expérience. ouais, Alors, également. Nicolas Gonnet, je vois que vous avez ouvert votre micro. Je viens d'ouvrir le micro, bonjour. Donc moi je Bonjour. suis au responsable qualité gestion des risques au CHI ici Rome. Et du coup on relance un peu aussi cette démarche-là qui avait été un peu mise entre parenthèses précédemment. Et je trouve intéressant le parallèle que vous avez fait à la fin avec le PDCA. Et moi, Mm. personnellement, j'utilise aussi un autre outil, je pense que vous connaissez aussi, qui est le 8D, et qui, je trouve, en fait, permet de bien structurer aussi la démarche. Je pense que tous ces outils-là sont complémentaires. Je voulais savoir, du coup, s'il y avait peut-être des outils qui sont privilégiés ou si notamment les autorités, quand on communique justement dans la communication, sont plus sensibles à certains outils que d'autres. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup le 8D, du coup, pour structurer l'ensemble de la démarche. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de choix particulier à avoir. En tous les cas, ce qui est important, si je peux me permettre, c'est d'essayer d'avoir un plan d'action sur lequel vous allez jusqu'à des actions de récupération de l'événement pour éviter qu'il se reproduise et Mhm. peut-être aussi d'atténuation. Parce que souvent, on va privilégier les actions en fonction de l'équipe, mais il faut aussi privilégier les actions en fonction de l'événement et en fonction du risque. Donc, c'est important et on s'aperçoit que souvent, quand on relit des analyses, il y a peu d'actions de récupération. Mhm. Et c'est une action qui est primordiale parce que si celle-ci n'existe pas, eh bien, vous pouvez créer toutes les actions que vous souhaitez. Eh bien, vous pouvez à tout moment avoir le même type d'événement qui se reproduit, en fait. Donc ça, c'est prioritaire. Mhm. Mhm. Tout à Pour fait. revenir sur cette notion d'amélioration Oui, continue, c'est vrai que Véronique a présenté un schéma. C'est important, voilà, de reprendre dans les différentes réunions d'analyse qui vont suivre le plan d'action. C'est une porte d'entrée en termes de suivi et d'amélioration continue. C'est vraiment ça qui va alimenter, que ce soit dans le cadre des CREX, des oui, tout à RMM, fait. etc. Et puis, On trouve vraiment voilà, voilà. cette dynamique de continuité. Et puis, s'assurer qu'on est dans une continuité, d'un CREX à un autre, on se contredit pas dans nos actions, en fait.
c'est important de savoir sur quelle dynamique on est dans notre amélioration de la sécurité des patients et des soins. Ok, alors j'ai juste une petite question associée du coup. Est-ce que le CREX, vous en faites du coup un événement régulier, c'est-à-dire en fait comme une instance, une réunion qui revient régulièrement, ou est-ce qu'il est plutôt enclenché en fait quand j'ai un événement indésirable associé aux soins ou grave associé aux soins? Alors, je crois que dans les établissements, dans la réalité vraie, il y en a quand il y a besoin. Mais Bah oui. Mm. normalement, ça devrait être des réunions qui sont trimestrielles, par exemple, et qui sont planifiées et qui permettent d'avoir une pratique continue. Mhm. Parce que quand on crée un CREX ou quand on commence à faire un CREX, la première chose qu'on fait, c'est de choisir l'événement qu'on va analyser la fois prochaine. Donc, c'est important pour cette continuité qu'il y ait une dynamique de réunion. Mhm. Et comme pour les RMM, normalement, il y a un calendrier annuel des réunions de CREX. Ok, merci. Vous êtes intéressé, Monsieur Gonnet, pour aller plus loin, vous avez dans le guide EasyRex une fiche spécifique Oui, sur la tout mise à en fait. œuvre du REX avec au travers du comité de retour d'expérience, on reprend un petit peu les points clés, donc n'hésitez pas à aller éventuellement Très bien, y jeter un coup d'œil. je le ferai. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a été, je vois pas de choses Non, particulières sur non. le chat. Écoutez, on est assez bon aussi sur le timing de fin de notre 45 minutes. Donc, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous remercier de votre présence et on espère que vous utiliserez à bon escient ce guide qui pourra vous accompagner dans votre amélioration de vos analyses et puis aussi de vos organisations pour gérer les événements indésirables associés aux soins. On vous retrouvera prochainement pour un autre 45 minutes Voilà. sur les événements indésirables avec des retours d'expérience, mais ce sera plus tard. Donc, on vous dit à bientôt. Tu nous Oui, mets le replay bientôt en ligne? c'est ce que j'allais dire. Le replay sera disponible mercredi, comme tous les autres replays sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter et puis également sur la chaîne YouTube. Merci à tous Merci à tous. et à bientôt. À bientôt. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.